Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, Monsieur le major général des armées, amiral, Monsieur le secrétaire général pour l'administration, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, mon général, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre des Armées, Mesdames, Messieurs les directeurs d'administration centrale, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements publics, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la mission du Centenaire, mon général, Monsieur le directeur de la mission du Centenaire, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents et membres du monde associatif combattant, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est la deuxième fois que je me présente devant vous pour adresser mes vœux au monde combattant. C'est pour moi un plaisir renouvelé et une occasion précieuse de nous rassembler et de nous rencontrer. Ici, aux Invalides, le monde combattant et la nation ne font qu'un. En ces lieux, les valeurs et les vertus militaires d'hier et d'aujourd'hui sont mises en exergue et célébrées. Monsieur le gouverneur militaire de Paris, merci de nous ouvrir les portes de ces prestigieux salons. Libérer, protéger, unir, tels sont les piliers qui portent l'action du gouvernement. Dans ce ministère, nous protégeons les Français. Nous travaillons à garantir la sécurité nationale. Au quotidien, nous soutenons, nous aidons et nous accompagnons nos soldats et nos anciens combattants. Le ministère des Armées a un visage, celui des hommes et des femmes qui servent aujourd'hui sous le drapeau, et celui des hommes et des femmes qui l'ont servi hier. En votre nom à tous, je salue la mémoire de nos soldats morts pour la France au service de la Nation en 2018. Nous honorons également le souvenir des militaires morts au feu ou à l'entraînement. Épreuve que nous avons connue encore très récemment avec la perte de deux de nos aviateurs. Cela nous rappelle que les missions, qu'elles soient de combat, en protection des biens et des personnes ou d'entraînement, sont toujours singulières et dangereuses. L'engagement de nos militaires nous oblige et fait notre admiration. Je veux également saluer la mémoire des anciens combattants qui nous ont quittés en 2018. Ils étaient vos camarades et vos frères d'armes. J'ai une pensée très particulière pour les 5 compagnons de la Libération disparus l'année dernière et pour leur doyen, Guy Charmot, décédé il y a quelques jours. Je souhaite aussi assurer de notre soutien ceux qui connaissent la douloureuse expérience de la blessure et leur dire que nous serons toujours auprès d'eux. Mesdames et Messieurs, depuis près de 20 mois, j'ai l'honneur d'être votre interlocutrice, de travailler pour vous et avec vous. Cet honneur, je le mesure tous les jours. Sous l'autorité du Président de la République, du Premier ministre et avec Florence Parly, je m'applique à renforcer le lien armée-nation, à accompagner le monde combattant, à faire vivre sa mémoire, à agir pour la jeunesse, à améliorer le quotidien de nos forces et des personnels. Ces missions sont passionnantes. Elles nécessitent un travail de terrain, d'écoute et de proximité que j'affectionne particulièrement. Ces missions, nous les menons et nous les mènerons ensemble. Je salue les présidents d'associations du monde combattant, tous leurs membres et bien sûr leurs porte-drapeaux. Vous êtes indispensables au rassemblement des différentes générations du feu,
au maintien du lien entre l'armée et la nation. Et je salue également le délégué national de l'Ordre de la Libération et les représentants des fondations mémorielles. Vous êtes des piliers de nos actions de mémoire. Je souhaite remercier très sincèrement toutes les équipes du ministère. Je dis bien toutes. Et notamment celles avec qui je travaille régulièrement. Toutes les directions du secrétariat général pour l'administration et particulièrement la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, mais aussi le service de santé des armées, les directions des ressources humaines des armées. Je ne vais pas citer toutes les directions avec lesquelles je travaille, elles sont nombreuses et qu'elles soient vraiment remerciées. Je remercie toutes les femmes et tous les hommes qui au quotidien font l'efficacité de l'ONAC, de l'INI, de nos musées, du service historique de la défense, de l'ECPAD. Je remercie aussi la mission du centenaire pour le formidable travail accompli. Enfin, je veux avoir un mot de remerciement et de reconnaissance pour mon cabinet, dirigé par Éric Lucas. C'est une toute petite équipe, je dis souvent une petite escouade, mais mobile, active, réactive et efficace. Je veux également remercier le cabinet de Florence Parly, cabinet civil, le cabinet militaire, qui m'apporte bien du soutien dans divers dossiers que j'ai au quotidien. Mesdames et messieurs, 2018 a été une année particulièrement riche et je suis fière du travail accompli collectivement. Une année riche d'une mémoire combattante, omniprésente dans nos territoires et au premier plan de l'actualité. Riche parce que nous avons maintenu et renforcé l'œuvre de réparation et de reconnaissance. Parce que nous avons mis en place une méthode fondée sur l'écoute et la concertation. Riche pour l'avenir, car la jeunesse a été au cœur de nos actions et de nos réflexions. Je pense tout particulièrement à ce beau projet qu'est le service national universel. Riche enfin par la publication de la loi de programmation militaire 2019-2025. C'est fort de ce bilan que nous abordons 2019 avec la volonté de mener à bien nos actions et de lancer de nouveaux projets. Mais 2018 restera comme une année mémorable. Mémorable car la mémoire combattante a touché le cœur des Français et le cœur de notre pays. La France a dignement honoré ses poilus. Hommage a été rendu aux combattants de tous les fronts, aux soldats de toutes les origines et de tous les grades, à ceux de Morange, des Éparges, de Verdun, comme de Salonique. Cet hommage a été à la hauteur de leur courage, de leur ténacité, de leur sacrifice. Les noms des 1 400 000 morts pour la France sont inscrits sur nos monuments de pierre. Ils sont désormais également rassemblés dans l'espace numérique grâce à l'indexation de l'ensemble des fiches matricules des morts pour la France. Ce fut un magnifique travail collectif dont je tiens à remercier les initiateurs et tous les participants. Nous avons aussi commémoré le sacrifice consenti par tous nos alliés en France comme à l'étranger. Incontestablement, le centenaire a été une réussite patriotique, mémorielle, touristique et civique. Nous le devons à la mobilisation des Français et de tous les territoires de la République. Les commémorations ne se sont pas limitées aux départements du front, de l'Est et du Nord de la France. Les départements de l'Arrière jusqu'à nos collectivités d'outre-mer se sont également emparés de ce moment. Ainsi, à l'instar des peuples victorieux de 1918, c'est bien la nation tout entière qui s'est mobilisée en 2018. La mission du centenaire, que je voudrais encore remercier chaleureusement, a labellisé plus de 6000 projets, organisé des dizaines de réunions nationales et internationales,
Des centaines d'actions ont été construites avec les associations, les établissements scolaires et les collectivités territoriales. La DPMA et l'ONAC ont été des chevilles ouvrières et des relais essentiels du centenaire du quotidien. Et pour ma part, c'est avec fierté que j'ai vu le bleuet de France sur tant de poitrines. Je l'ai vu sur nos pièces de monnaie, je l'ai vu sur nos murs, je l'ai même vu sur les maillots de nos équipes sportives. Le 11 novembre 2018 a marqué les esprits et il restera dans les cœurs. Je pense à la multitude de cérémonies dans toutes les communes de France. Je pense à l'amitié franco-allemande qui s'est si fortement exprimée à Rotonde. Je pense bien évidemment à cette magnifique cérémonie sur l'Arc de Triomphe, aux paroles de jeunes de toutes origines, aux voix et aux notes magnifiques. Nous nous souviendrons que ce jour a été une ode à la paix. Je ne peux pas devant vous évoquer l'Arc de Triomphe sans dire un mot des événements du 1er décembre. C'était très rapide à mon avis après le 11 novembre. Le saccage de ce monument m'a profondément révoltée, comme beaucoup d'entre vous ici. J'ai apporté et je renouvelle tout mon soutien au Centre des Monuments Nationaux et je redis ici toute ma gratitude au Comité de la Flamme. Parce que oui, en 2018, la flamme du souvenir a brûlé tous les jours grâce à ces bénévoles, y compris ces jours de grosses difficultés, et elle brûlera toujours en 2019. Cette année encore, la reconnaissance de la France ne faiblira pas. Avec ceux de 14 et leur porte-étendard Maurice Genevoix, ce sont les soldats de la Première Guerre mondiale et la nation combattante tout entière qui franchiront le seuil du Panthéon. Et en 2019, c'est le 75e anniversaire de la libération de la France qui sera la thématique majeure. En 2018 déjà, j'ai rendu hommage à Jean Moulin, sur les lieux mêmes de son arrestation, à Caluire et dans la prison de Montluc. C'est le héros qui, jusqu'à son dernier souffle, a refusé de parler, que j'ai salué avec émotion. En octobre, c'est la libération de la Corse que nous avons célébrée. Premier département métropolitain libéré. L'île de Beauté le fut par l'action résolue de ses résistants et par l'armée d'Afrique, et notamment par les goumiers marocains. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à échanger avec les goumiers marocains présents, anciens combattants qui étaient absolument magnifiques et qui manifestaient toujours un amour profond pour la France et le drapeau français. Nous allons donc commémorer en présence des derniers vétérans le débarquement en Normandie, celui de Provence, les libérations de Paris et de Strasbourg. Nous mettrons en valeur le rôle des armées françaises et celui de la résistance. Nous n'oublions pas, bien sûr, les conflits contemporains. Vous le savez, la 4e génération du feu m'est particulièrement chère. Dès ma prise de fonction, j'ai tenu à faire avancer le projet de monument aux morts pour la France en opération extérieure. Mesdames et messieurs, après 10 ans de péripéties, un comble quand même, ce monument sera réalisé en 2019. Je suis heureuse de vous l'affirmer aujourd'hui et je peux vous assurer que c'était une demande expresse du président de la République. Ce monument sera édifié à Paris, au sein du parc André Citroën. Ce monument est attendu par la communauté de défense, il est attendu par nos soldats, il est attendu par les familles et par les proches. Il marquera solennellement la reconnaissance de la nation envers ses combattants morts pour la France. En 2019, nous devrons aussi nous interroger sur la politique de mémoire. Le monde combattant se transforme, la transmission de sa mémoire aussi. Alors que le tourisme de mémoire a pris de l'ampleur et que les territoires ont su saisir cette opportunité, il nous appartient de faire perdurer l'intérêt et d'accompagner ces évolutions.
Il est également nécessaire de réfléchir au contenu de notre politique de mémoire. De nouveaux rites, de nouvelles pratiques commémoratives sont nées et vont naître. Il ne faut pas en avoir peur, il faut accompagner ces changements pour ancrer la mémoire combattante dans le XXIe siècle. Et je serai très attachée à développer notre politique de mémoire active auprès des jeunes générations. Je veux maintenant évoquer les actions menées au service du monde combattant d'hier et d'aujourd'hui. Notre monde combattant fête ses 100 ans. En mars 1919, quelques mois après l'armistice, la loi Lugol fut votée sous l'impulsion de Georges Clemenceau. Elle donnait naissance à l'ancêtre de notre code des pensions militaires d'invalidité. Elle mettait en place un véritable système de reconnaissance et de réparation en faveur de ceux qui ont été atteints dans leur chair ou qui ont perdu leur vie parce qu'ils portaient nos armes. Nous en sommes les héritiers. Mon action pour le monde combattant s'articule autour de 3 axes ou d'une méthode: concerter, protéger et moderniser. En 2018, comme je m'y étais engagée, 3 groupes de travail se sont réunis à de nombreuses reprises. Ils ont recensé les demandes et ils les ont évaluées. C'est une concertation inédite qui a été menée avec les associations du monde combattant que je veux chaleureusement remercier à nouveau. Nous avons discuté, nous avons écouté, nous nous sommes écoutés, nous avons établi nos accords, nous avons aussi parlé de nos désaccords. C'est cela le travail collectif auquel je tiens. Et je peux vous assurer qu'en 2019, nous continuerons. Je veille constamment au maintien des droits des anciens combattants. En 2019, nous préservons l'ensemble des dispositifs existants, y compris fiscaux, et nous ouvrons des mesures supplémentaires. Mais je le fais avec responsabilité. En effet, il est essentiel de respecter les équilibres budgétaires et les tensions dans le consentement à l'impôt, on en entend un peu parler en ce moment, sont pour tous les acteurs publics une incitation supplémentaire à veiller à la bonne utilisation des deniers de l'État. J'en prends ma part avec l'équité et la solidarité pour valeur maîtresse. Aussi, je suis fière d'avoir répondu à une attente ancienne relayée par l'ensemble des associations, et désormais la carte du combattant est attribuée aux soldats français engagés en Algérie entre juillet 62 et juillet 64. C'est une mesure d'équité que le président de la République s'était engagé à réparer. C'est un engagement tenu. Nous l'avons fait alors que tant d'autres avaient reculé ou avaient retardé. Cette mesure devrait générer l'attribution de 50 000 cartes du combattant dans la durée. C'est un effort estimé à près de 30 millions d'euros en année pleine. J'ai ouvert hier matin la première commission nationale de la carte du combattant de l'année. J'ai tenu à être présente à cette première commission. Eh bien, je peux vous dire que plus de 8000 dossiers ont été instruits pour la carte 62-64. Ce nombre considérable démontre qu'il y avait une forte attente de cette mesure. Et je veux vraiment remercier l'ONAC pour sa mobilisation, car vous le voyez, les choses sont déjà opérationnelles. Et désormais, cette carte, c'est du concret. À la demande du président de la République, j'ai constitué un groupe de travail où les anciens harkis et leurs enfants étaient représentés. La concertation a duré 6 mois sous la présidence du préfet Sceaux, que je veux remercier. Elle a été menée avec plusieurs ministères et des représentants des associations. En cela, elle fut inédite par son ampleur. Le 25 septembre dernier, j'ai annoncé les principales mesures. Nous revalorisons de 400 € l'allocation de reconnaissance des anciens harkis et la rente viagère attribuée aux veuves. Nous créons un dispositif de solidarité en faveur des enfants de harkis géré par l'ONAC.
Ce fonds de solidarité a été créé par un décret le 28 décembre 2018. C'est la première fois qu'un dispositif propre aux enfants de harkis est établi. C'est une étape supplémentaire de la reconnaissance de notre pays pour ces anciens combattants et leurs familles qui ont été souvent accueillis dans des conditions particulièrement difficiles dans notre pays. Et puis, je vais vous parler de l'amélioration du processus d'attribution des pensions militaires d'invalidité qui fait partie de mes priorités. Sujet difficile, sujet souvent très technique, sujet qui intéresse les anciens combattants, mais qui intéresse les combattants d'aujourd'hui également de façon totale et prégnante. Plusieurs avancées significatives ont été obtenues. Il y a désormais une présomption d'imputabilité en cas d'accident de service des militaires. Nous avons revalorisé de 43% le tarif des expertises afin d'essayer d'en accélérer les délais d'examen. Nous avons accéléré et simplifié le contentieux des PMI, les contentieux qui ont été transférés vers les juridictions administratives, et parallèlement un recours administratif préalable devant une commission de recours de l'invalidité a été créé. Je sais que cette réforme a pu inquiéter. Toutes les réformes inquiètent en France, a priori. J'aimerais d'ailleurs qu'on ait un peu plus confiance. Mais je crois que la concertation a permis de lever les inquiétudes. L'administration a mis en place des garanties de procédure et de représentation demandées par les associations. Nous poursuivrons les améliorations puisqu'en 2019, nous travaillerons à permettre l'initiation d'une demande ou d'une révision des pensions militaires d'invalidité à partir d'Internet. Et oui, le numérique va entrer de plus en plus dans le processus de modernisation de notre ministère à tous les niveaux. Je souhaite aussi que nous réfléchissions au sujet de la pension du conjoint survivant. Vous voyez, notre travail n'est pas terminé et nous allons poursuivre, je le dis, en direction de toutes les associations du monde combattant. Les moyens d'action des opérateurs du monde combattant sont reconduits, que ce soit l'ONAC, dans ses moyens de fonctionnement et dans ses crédits dédiés à l'action sociale, que ce soit l'Institut national des invalides et l'Ordre national de la libération. En 2019, l'INI poursuit la mise en œuvre du nouveau projet d'établissement, le renouvellement de ses infrastructures et la mise aux normes de ses installations, et bénéficie à ce titre de 35 millions d'euros d'autorisation d'engagement. Cette institution tricentenaire est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, au service de ses pensionnaires, bien sûr, et au service de la reconstruction physique et psychique de nos blessés. L'INI aura une position stratégique remarquable dans le parcours des blessés qui me tient à cœur. Je voudrais saluer ici aujourd'hui le médecin général Ploton qui a quitté l'INI il y a quelques jours pour l'action qu'il a eue efficace dans ce dossier de restructuration qui va être poursuivi par son successeur. À l'instar de l'INI, je veux parler de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui doit également évoluer pour faire face à l'évolution de ses missions, pour entrer pleinement dans le numérique, mais aussi pour s'adapter à l'évolution du monde combattant. Il convient aussi de simplifier la gouvernance de l'établissement. Ces évolutions ne remettront pas en cause le maillage territorial auquel je suis particulièrement attachée et qui surtout j'y suis attachée parce qu'il me paraît indispensable. Toutes ces mesures et ces évolutions seront étudiées dans le cadre du prochain contrat d'objectifs 2019-2023 que nous devrions signer au cours du premier semestre. Je voudrais évoquer un troisième point avec vous ce matin qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'avenir de nos armées et puis de notre avenir et de l'avenir de la nation collectivement, c'est la jeunesse.
Pour le ministère des Armées, la jeunesse est à la fois une priorité et un défi. Une priorité parce que la jeunesse est l'avenir de la nation. Un défi quand nous devons attirer les jeunes, ne serait-ce que pour qu'ils s'engagent dans nos armées, 20 000 jeunes par an. Mais nous devons leur apporter aussi les meilleures formations possibles. Plus de 770 000 jeunes ont effectué leur journée défense et citoyenneté en 2018. Certaines ont été exceptionnelles. J'ai participé à l'une d'entre elles, organisée à Oradour-sur-Glane, par exemple, en compagnie de M. Ebras. Et ce fut un moment très très fort. La direction du service national et de la jeunesse a mené un important travail d'amélioration et de simplification de ces services. Un grand merci à eux. Ainsi, le site magidc.fr permet une mise en relation facilitée des jeunes, des mairies et des partenaires. Il est évidemment pensé pour être adaptable aux évolutions du service national universel. Un mot du service militaire volontaire, qui a pris encore plus d'ampleur en 2018, et je m'en réjouis. Expérimenté depuis 2015, le bilan est très positif. Près de 2500 contrats de volontaires ont été signés depuis sa création et près de 72% d'entre eux ont connu une insertion positive vers un emploi ou une formation qualifiante. C'est une très grande réussite. Le mérite en revient aux encadrants, civils comme militaires, et aux jeunes. Ils ont démontré leur détermination et leur envie de réussir. Je veux les féliciter parce que le service militaire volontaire est un parcours exigeant qui nécessite une grande résolution et une bonne dose d'opiniâtreté. Ce dispositif en direction de jeunes qui ont des parcours difficiles a donc été pérennisé. Son site internet a été lancé, je vous parle beaucoup de numérique aujourd'hui. Dans quelques jours, nous installerons le conseil partenarial d'orientation qui rassemble les acteurs liés à la formation et à l'insertion. J'ai également pu découvrir les classes de défense et sécurité globale dans les établissements scolaires, collèges et lycées essentiellement, et les cadets de la défense. Ces dispositifs vivent grâce à l'engagement des acteurs de l'éducation nationale, proviseurs et professeurs, des unités militaires voisines et de nos réservistes. Je veux vraiment les remercier tous. À chaque fois, je rencontre nombre de jeunes qui témoignent de leur envie de servir et de participer à l'histoire de leur pays. Et ceci m'amène tout naturellement à évoquer en quelques mots le service national universel, le fameux SNU, un nouveau sigle qui, j'en suis sûre, ne tardera pas à se faire un nom. Le service national universel est un projet d'envergure qui s'adresse à une société tout entière. Nous y œuvrons avec Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, qui a en charge maintenant ce dossier et ce déploiement. C'est normal, ce n'est pas un service militaire. 2018 a été le temps de la conception, de la proposition et de la consultation territoriale. Des groupes de travail ont œuvré en éclairant les réflexions du gouvernement. Je souhaite remercier le général Menaouine pour la tâche accomplie. 2019 sera le premier temps de concrétisation. Dès le mois de juin, le dispositif entrera en phase de préfiguration avec une première cohorte d'environ 3000 jeunes volontaires issus et répartis dans 13 départements. Il s'agira de partager nos valeurs républicaines, de transmettre la mémoire et une culture de défense, pour ce qui est de la partie qui revient à nos armées, bien sûr. Et dans cette partie-là, les armées et le monde combattant y apporteront tout leur concours. 2019, c'est la première année d'application de la loi de programmation militaire, après 2018, qui a été l'année du vote par les assemblées de cette loi de programmation militaire. À Toulouse, lors de ses vœux aux armées,
Le président de la République a clairement rappelé tous les objectifs de cette loi de programmation militaire. Elle est une garantie de la remontée en puissance de nos forces. Elle nous permet de préparer le présent en renouvelant les équipements et de préparer l'avenir. Elle nous permet d'améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes de notre ministère. Cette LPM concerne également nos jeunes et nos familles. En septembre 2018, à l'occasion de la rentrée des classes au Prytanée de la Flèche, j'ai présenté un plan lycée que j'ai souhaité mettre en œuvre, en accord bien sûr avec Florence Parly. Plan d'investissement, élargissement de l'offre d'enseignement et réalisation d'un règlement harmonisé pour nos 6 lycées de la Défense. Ces établissements sont uniques dans le service scolaire français. Ils constituent une aide précieuse à de très nombreuses familles de militaires et de fonctionnaires. Nous avons fait le choix de pérenniser ces établissements et alors qu'hier les investissements nécessaires étaient sans cesse repoussés, nous avons décidé d'investir massivement pour l'avenir. Plus de 100 millions d'euros seront ainsi investis sur la période 2019-2025. Cet effort concernera l'ensemble des établissements, avec bien sûr un effort marqué au profit, je ne vais pas dire des plus vétustes, je vais dire des plus anciens. Il s'agit de l'engagement fort du ministère des Armées. En 2019, je vérifierai régulièrement l'application de ce plan lycée et je serai attentive au calendrier de livraison. Nous répondons ainsi à une triple exigence, celle de l'excellence de ces établissements, celle de l'égalité des chances et celle de l'exemplarité. Je suis particulièrement attachée, vous le savez, à un autre domaine, qui est le domaine de la santé, aux questions médicales et à tout ce qui touche la santé de nos militaires comme de nos anciens combattants. Je passe des lycées à la santé, mais ce sont des domaines qui m'ont beaucoup occupée dans l'année 2018. Un service de santé opérationnel et de qualité est plus qu'une nécessité dans une armée telle que la nôtre. Il est vital pour nos forces. Nous connaissons tous l'engagement durable des équipes médicales à nos côtés, sur le territoire comme en opération extérieure. Je veux ici réitérer mon message de soutien et de confiance à Madame la Directrice Générale et à ses équipes. Les transformations en cours visent à maintenir un service de santé des armées robuste, répondant à nos besoins stratégiques de projection, tout en maintenant une qualité optimale de la prise en charge de nos militaires sur le territoire. Et nos hôpitaux militaires sont des lieux de soins remarquables, ouverts aussi à la population civile. Ils jouent un rôle majeur, important, dans l'offre de santé publique. Le service de santé des armées n'échappe pas au problème général du système de santé français, notamment en termes de ressources en médecins, et nous devons rester très mobilisés sur ces enjeux. Autre enjeu essentiel, c'est le soutien indéfectible que nous devons à nos blessés. Le parcours des blessés est un parcours de soins, de solidarité et de réinsertion. Grâce à l'action des cellules d'aide aux blessés de chaque armée, dont je veux saluer le travail, grâce à l'action du service de santé des armées, des associations très présentes auprès des blessés, de nos opérateurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, des unités de formation et de réinsertion du ministère, c'est un véritable chemin qui est mis en œuvre pour les blessés. Chemin parfois difficile, mais je veux vraiment dire à nos blessés que nous ne les laisserons jamais tomber. Et notre LPM, elle est à hauteur d'hommes et de familles. Et elle doit nous permettre d'assurer de meilleures conditions de travail à nos personnels. C'est aussi pour cela que je continuerai à suivre attentivement, à la demande de Florence Parly, l'application du plan famille. Sa mise en œuvre nous tient
à Florence Parly et moi-même, particulièrement à cœur. Des logements, des crèches, des équipements, du Wi-Fi. Je ne vais pas détailler tout cela, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt ici, mais je veux simplement dire que nous poursuivrons l'effort en 2019, en particulier dans les zones les plus tendues. Mais je veux surtout vous dire que nous nous attacherons, et je m'attacherai particulièrement, à vérifier que ce plan famille se déploie bien partout où il doit se déployer. Mais que aussi, dans tous mes déplacements, je m'attache à rencontrer les responsables de ce plan dans les unités, ainsi que les familles. Cela nous aide tout simplement dans nos évaluations et cela nous aidera à faire évoluer ce plan en fonction des besoins, car rien n'est figé et tout doit évoluer pour être le plus adapté possible aux besoins de nos militaires et de nos familles. Et enfin, je voudrais vous parler d'un sujet qui peut vous paraître éloigné, mais qui pour moi est important. Je voudrais que nous soyons très fiers d'avoir un ministère qui est totalement investi dans des domaines particuliers, mais si importants pour la France et pour le monde en général, totalement investi dans la transition énergétique et dans la protection de l'environnement. C'est loin des conflits, c'est loin des combats, c'est loin de la condition militaire, mais c'est tellement important pour notre pays. Parce que nous sommes une armée qui prend en compte les défis de la planète et la nécessité des économies énergétiques, nous menons un travail important dans ce domaine. Le service d'infrastructure de la Défense s'y inscrit avec volontarisme et grand professionnalisme. Rénovation thermique des bâtiments, contrat de performance énergétique, production d'énergie renouvelable, participeront au plan Soleil qui nous permettra de mettre à disposition d'opérateurs privés à l'horizon 2023 près de 2000 hectares pour des installations photovoltaïques. C'est un exemple. Favorisation de la biodiversité sur toutes nos emprises. Nous sommes le ministère des Armées est le plus grand propriétaire foncier public en France. Donc nous avons aussi cette mission pour notre environnement et tout cela fait partie du développement durable. Le développement durable, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est le développement humain et tout ce qui est environnemental fait partie du développement humain, donc nous y attachons de l'importance. Ainsi, les armées s'inscrivent pleinement dans tous ces enjeux de société et dans tous les défis du siècle qui s'offrent à nous. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je voulais vous dire, et je n'ai pas parlé de tout parce que j'aurais pu être beaucoup plus longue, mais je voulais vous dire que je connais particulièrement votre sens du devoir, votre goût de l'engagement et votre esprit de fraternité. Je vous sais unis par l'amour de notre pays et par les valeurs de la République. Et c'est pour cela que vous êtes les piliers de notre cohésion nationale. Le chef de l'État le sait et réaffirme constamment sa confiance dans les armées et dans le monde combattant. À l'heure des difficultés, des tensions sociales et du repli sur les intérêts particuliers, votre exemple de fraternité, d'unité et d'engagement demeure un atout majeur pour la nation. Aussi, c'est en confiance que nous débutons cette année. C'est en confiance que nous ferons de cette nouvelle année une réussite pour le monde combattant et les armées. Pour de multiples raisons, l'année 2019 sera décisive pour la France et pour l'Europe. Pour la France, actuellement un peu en ébullition, eh bien, je demanderai aux associations d'anciens combattants de ne pas hésiter à participer largement au grand débat national. Participer dans les réunions qui seront organisées par d'autres, en organiser si vous le souhaitez. Alors de grâce, ne portez pas des revendications du monde combattant. Nous le ferons
nous, à notre niveau, au niveau du ministère, mais vous y êtes bien sûr invités en tant que citoyens, et je compte sur vous pour réaffirmer les valeurs de notre République, car j'entends des messages actuellement qui mettent à mal notre démocratie et notre République, et qui me semblent être des messages dangereux pour notre avenir. Et je compte sur vous pour porter ces messages forts, vous qui avez combattu pour que la France soit ce qu'elle est, une terre de liberté, d'égalité, de fraternité, une démocratie ouverte et une démocratie pleine et entière. Et puis, je souhaite aussi que nous puissions, dans les mois à venir, parler d'Europe et de défense européenne. Plus que jamais, l'Europe unie, c'est la paix et la protection des Français. En 2018, le centenaire de la Grande Guerre nous l'a encore ardemment rappelé. Et ce centenaire nous a aussi rappelé qu'une paix mal établie, mal ficelée, et la magnifique exposition qui a été déployée au Musée des Armées sur les différents traités qui ont été signés après ce conflit, nous ont montré que cette paix mal établie fut le ferment de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous savons bien que l'Europe nous a permis de vivre en dehors de tout conflit pendant de très nombreuses années et doit nous permettre d'être un socle commun de valeurs, mais aussi un socle de protection pour chacun des pays qui la composent. Pour conclure, je vais m'adresser à chacun d'entre vous. D'abord, c'est l'objet quand même de du moment pour vous souhaiter une heureuse année, ainsi qu'à vos familles et à vos proches. Puis je formule des vœux pour que 2019 soit à la fois synonyme de réussite dans vos projets personnels, individuels, et puis aussi dans notre projet collectif. Bonne année à tous au service de l'ensemble du monde combattant. Bonne année à tous au service de nos armées. Bonne année à tous au service de la France et des Français. Vive la République, vive la France.